Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette petite présentation générale qui abordera l'eau sur Terre et particulièrement l'eau en Martinique. Peut-être me connaissez-vous déjà? Ah, cela vous revient. Je m'appelle Arnold, je suis un médiateur scientifique du Carbet des Sciences, CCSTI de Martinique. Vous ne connaissez pas? Centre de culture scientifique, technique et industrielle. Je suis en charge aussi du programme Autour de l'eau en partenariat avec l'Office de l'eau Martinique. On s'est déjà rencontrés, je suis sûr, au nord, au centre, au sud, au collège, au lycée, au primaire, bref, un peu partout sur l'île. Oui, comme vous le savez, l'eau est partout. Donc moi aussi. L'eau, quelle ressource merveilleuse, n'est-ce pas? Malheureusement, elle tend à se dégrader si nous ne la préservons pas, surtout pour nos futures générations. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Préservons l'eau en Martinique. Aujourd'hui, on va parler premièrement de l'eau sur notre planète. Ses origines, d'où vient-elle? L'eau et les hommes. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Comment on l'utilise? L'eau est l'élément à préserver. Comment préserver cette ressource? La planète bleue. Pourquoi planète bleue? 71% de sa surface est recouverte par de l'eau à l'état liquide. D'ailleurs, sur Terre, 97% de l'eau est salée. Mer et océans constituent le principal réservoir de la ressource en eau. Les 3% d'eau restants représentent les eaux douces sur la planète. Donc, dans l'eau douce, dans ces 3% restants, il y a 2% qui sont figés sous forme de glaciers et 0,6% qui représentent les eaux souterraines ou encore, autrement dit, les nappes phréatiques. On peut parler aussi d'eau superficielle. D'ailleurs, c'est la ressource la plus mobilisable. Elle pourrait recouvrir les activités humaines, surtout pour la transformation en eau potable. Malheureusement, comme nous le savons, l'eau est inégalement répartie sur le globe. Donc, cette ressource est une denrée précieuse et vitale. D'ailleurs, connaissez-vous les différentes particularités de l'eau? Bien sûr, on ne peut pas parler de l'eau sans parler des états de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est le seul composé naturel qui existe sur 3 états à la surface de la planète: liquide, solide et gazeux. D'ailleurs, comme je vous disais à l'instant, particularité physique, c'est particularité physique. Elle ne peut pas se compresser, elle n'augmente pas de volume. D'ailleurs, on peut parler de principe de Pascal. Qui est Pascal? Blaise Pascal. Donc, c'est un mathématicien, inventeur, philosophe. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est que à l'âge de 19 ans, il a créé la première machine à calculer. Autant vous dire qu'à 19 ans, c'était plutôt précoce. Les états de l'eau, on va continuer à en parler. Pourquoi? Parce que là, on va aborder quelque chose que vous avez déjà vu. Peut-être il y a très longtemps, peut-être en ce moment. C'est un schéma, c'est sous forme de schéma, c'est cyclique. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, ou cycle hydrologique, c'est un phénomène en mouvement perpétuel qui permet à l'eau de circuler entre les différents réservoirs disponibles sur la planète. D'ailleurs, le volume total sur Terre est défini. Il est estimé à environ 1,4 milliard de kilomètres cubes, ce qui n'est pas, bien sûr, négligeable. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cycle de l'eau? Le soleil va chauffer l'eau, l'eau va s'évaporer et en s'évaporant, va donner ce qu'on appelle la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, je rappelle que c'est un gaz. Quand cette vapeur d'eau monte en altitude,
qu'est-ce qui se passe? Elle va rencontrer des courants d'air froid. Et ces courants d'air froid vont refroidir cette vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va se retransformer en liquide, à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la condensation. C'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Et elle va se transformer en petites gouttelettes d'eau qui, grâce au vent, vont s'agglomérer pour former les fameux nuages. Donc, si on vous demande quel est l'état de l'eau du nuage, il faudra dire c'est un état liquide. Donc, le nuage se déplace grâce au vent. Une fois qu'il est bien chargé en eau, il va déverser ce qu'on appelle les précipitations. Pourquoi précipitations? Parce qu'il y en a plusieurs types. Donc, pluie, neige et grêle. Donc, on est en Martinique, on va parler de pluie. Quand la pluie tombe sous le sol, la majeure partie de l'eau va s'évaporer. Ensuite, l'eau va ruisseler à la surface de la terre pour alimenter les cours d'eau, apporter à boire aux plantes et aux animaux. Et une petite partie va s'infiltrer dans le sol pour rejoindre les nappes souterraines ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, les nappes phréatiques. À savoir que l'eau ne va pas rester indéfiniment dans les nappes phréatiques, elle va ressortir en surface pour terminer son processus, son chemin, si vous voulez, dans les mers et les océans. Pourquoi on appelle donc cycle de l'eau? Parce que c'est un mouvement perpétuel qui se répète toujours depuis environ plus de 3 milliards d'années. Maintenant, on connaît ses origines, où elle vient, comment elle circule sur le territoire, sur la planète, à la surface de la planète. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Question. À savoir, en Martinique, l'eau consommée provient exclusivement des prélèvements du nord et du centre. Elle est distribuée à travers plus de 3000 km de réseau. Ce n'est pas rien. 94% des volumes d'eau prélevés proviennent des rivières. D'ailleurs, 5 plus grosses usines produisent 85% de l'eau potable. Un exemple d'usine, l'usine de Vevey, au Lorrain. On peut dénombrer 298 réservoirs de stockage, environ, donc les châteaux d'eau, 164 litres par jour par habitant consommés, et 27 usines de traitement d'eau potable. Donc, comme vous pouvez voir, la petite carte qui est là, on peut remarquer qu'il y a 20 prises en rivière, donc 12 sources et 4 forages. Alors, on appelle cela le cycle domestique d'eau potable. Comme on a vu tout à l'heure, quand on parle de cycle, on parle de mouvement perpétuel. Ici, c'est un cycle qui a été mis en place par l'être humain pour avoir de l'eau potable pour qu'on puisse la boire, la consommer. Donc ici, dans ce cycle, il y a l'usine de traitement d'eau potable, premièrement, et ensuite, pour la plupart de la population, il y a les stations d'épuration ou encore, on pourra parler, on va voir tout à l'heure, de systèmes indépendants de nettoyage d'eau sale sortant des maisons, appelés eaux usées. Donc, pour l'usine de traitement d'eau potable, on ne va pas s'attarder dessus. Cependant, à savoir, l'eau va être pompée de la rivière, comme vous avez vu, à 94%, et aussi des fois dans les nappes phréatiques, dans ce qu'on appelle les stations de pompage. Donc, l'eau va être préfiltrée, donc on va commencer à retirer les macroparticules, donc les gros déchets, avant d'envoyer dans l'usine de traitement d'eau potable. Donc, il y a plusieurs étapes. On va essayer de retenir quelques étapes. Par exemple, l'étape qu'on appelle la décantation, où on va laisser l'eau reposer et les déchets qui sont plus lourds que l'eau vont descendre au fond du bassin. Comme ça, l'eau sera beaucoup plus propre. On pourra récupérer ces déchets. Ensuite, on peut parler également de la phase de désinfection
où on va utiliser majoritairement le chlore. Pourquoi? Parce que le chlore, c'est moins coûteux et c'est très efficace contre les micro-organismes dits pathogènes. Et ensuite, normalement, l'eau devait être potable. Mais on peut retrouver des microparticules, des restes de déchets ou encore, comme nous savons en Martinique, des pesticides. Pour cela, en général, on va pousser à une autre phase qu'on appelle la filtration. Donc, il y a plusieurs types de filtres en fonction de ce qu'on veut retirer de l'eau. Donc, on peut retrouver des filtres à charbon actif, qu'on va utiliser notamment pour les pesticides, des filtres à sable, etc. À noter que l'usine de Vevey, par exemple, on peut pousser jusqu'à l'ultrafiltration. Et avec cette ultrafiltration, on peut éliminer le maximum de pesticides, notamment, on parle de la chlordécone. Ensuite, une fois qu'on a fait tout cela, avant d'envoyer l'eau dans nos maisons, dans tous les bâtiments qui ont besoin d'eau potable, on va devoir stocker cette eau. Et oui, donc comme on a vu tout à l'heure, on va devoir stocker cette eau dans des réservoirs de stockage appelés les châteaux d'eau. Donc, il faut stocker cette eau parce que ça va faciliter la distribution en eau pour la population. Et en plus, ça pourra nous donner en fait plus de 2 jours d'autonomie environ. Une eau consommable. Pourquoi? Parce que l'eau potable, l'appellation potable, a été énoncée, mise en place, parce que l'eau est l'un des éléments les plus surveillés dans le monde. Il y a des contrôles tout au long de la chaîne de production, points de captage, usines de traitement d'eau potable, sur les réseaux, dans les habitations, dans les châteaux d'eau, etc. Il y a des milliers de contrôles chaque année environ pour des centaines de milliers de paramètres mesurés. Et comme je vous ai dit, il y a des normes très strictes parce que c'est un élément en surveillance. D'ailleurs, on peut voir quelques normes, ici notamment pour les pesticides. Quand il y a présence de plusieurs pesticides, on a fixé la norme à 0,5 microgrammes par litre. Quand il y a présence d'un seul pesticide, la norme est fixée à 0,1 microgramme par litre. En parlant de pesticides, la chlordécone, qu'est-ce que c'est? C'est un pesticide organochloré, donc un polluant organique qui est persistant, extrêmement rémanent dans l'environnement, employé pour le traitement des bananiers afin de lutter contre le charançon. Donc à retenir, le charançon, c'est un insecte qui est très très nuisible. Tout simplement parce qu'il mange tout sous le bananier, feuilles, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chlordécone est interdite et non utilisée depuis 1993. Elle a été utilisée dans les années 80. Elle est difficile à éliminer. Sa durée de vie est d'environ 700 ans. Elle concerne particulièrement les cours d'eau. Pourquoi? Parce que, on va voir justement dans la diapo suivante, en général, quand on parle de contamination où il y a des risques pour la santé humaine, on parle particulièrement des cours d'eau. Interdiction de la pêche en mer sur certaines zones. Attention cependant, interdiction de la pêche en eau de rivière, mais cette fois-ci pour tout le territoire. Je répète, interdiction de la pêche en eau de rivière pour tout le territoire. D'ailleurs, en parlant de pesticides, parce que vous connaissez la problématique actuelle par rapport à la chlordécone, toutes les vidéos qui sont passées un peu sur Internet. Donc, l'ARS a effectué une campagne de recherche de 435 pesticides de juin à décembre 2019. Donc, 62 points de prélèvement ont été effectués et étudiés. Ils ont enregistré en tout cas aucun dépassement des normes réglementaires fixées à 0,1 microgramme par litre. Ce qui signifie que
Ils en ont déduit que la qualité de l'eau mesurée au robinet est conforme à l'ensemble des normes pour 100% des échantillons analysés. Alors, vous pouvez récupérer d'ailleurs ces bulletins qui sont consultables pour l'année dans les différents réseaux d'eau publique en Martinique, soit en mairie, soit auprès du distributeur, de votre distributeur, ou sur le site de l'ARS d'ailleurs. Nos usages de l'eau. Alors, petite précision, 55 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés par an dans la ressource. Donc, 76,2% sont utilisés pour l'eau potable, c'est environ 42 millions de mètres cubes en moyenne, 21% pour l'irrigation et 2,8% pour tout ce qui est autre, on va dire industrie, embouteillage, donc mise en bouteille de l'eau minérale. On peut noter cependant que 53,5% de l'eau prélevée pour l'eau potable est réellement consommée. Autant vous dire qu'il y a donc des pertes. Donc sur 42 millions environ, 22 millions de mètres cubes d'eau sont en moyenne utilisés. Voyons un peu comment on utilise l'eau dans la maison. Et malheureusement, on remarque en général qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les maisons. Donc, si on devait prendre un exemple, d'après vous, entre un bain et une douche, qu'est-ce qui utilise le plus d'eau? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et oui, comme vous le savez, je pense que vous le savez, le bain, en théorie, utilise plus d'eau que la douche. Pour un bain, c'est environ 150 à 200 litres. Et en fait, tout dépend de la capacité de vos baignoires. Alors que pour une douche, c'est 60 à 80 litres. Mais attention, pour une douche de 5 minutes, donc tout dépend de comment vous allez prendre votre douche. Si vous laissez l'eau couler pendant plus de 5 minutes, bien évidemment, vous allez gaspiller de l'eau. Et vous pouvez même rivaliser avec la quantité d'eau utilisée pour un bain. Attention également aux toilettes. Donc en général, les toilettes, c'est 6 à 12 litres. On va prendre un exemple, environ une dizaine de bouteilles. En général, vous avez les nouveaux systèmes écologiques à double poussoir avec un bac de 6 litres. Donc s'il y a double poussoir, c'est pour une raison. Donc il y a un petit bouton pour les petites commissions et un gros bouton pour les grosses commissions. Si vous appuyez sur le gros bouton, si vous faites une petite commission, malheureusement, vous allez gaspiller de l'eau. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser plus d'eau que vous avez besoin juste pour une petite commission. Si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, vous allez également gaspiller de l'eau. Si on se concentre un peu sur la cuisine, autre exemple, tout ce qui est lavage à la main, lavage de la vaisselle à la main et le lave-vaisselle. En théorie, le lave-vaisselle utilise plus d'eau que le lavage de vaisselle à la main. Malheureusement, en pratique, on constate qu'on a pris de mauvaises habitudes. Donc du coup, en laissant l'eau couler, le lave-vaisselle serait plus économique. Alors bien sûr, si vous avez que quelques assiettes chez vous, vous n'avez pas besoin systématiquement de laver beaucoup de vaisselle, je vous conseillerais d'utiliser des pratiques adaptées pour laver votre vaisselle à la main, en économisant de l'eau. Sinon, vous pouvez, par rapport à ça, utiliser aussi le lave-vaisselle si vous avez beaucoup de vaisselle, si vous faites des invitations, etc. en général. Ensuite, je vais vous donner quelques chiffres, d'ailleurs, par rapport aux petites fuites que l'on peut remarquer dans nos maisons. Pour un robinet qui goutte, vous pouvez gaspiller jusqu'à 35 mètres cubes d'eau par an. Ce n'est pas négligeable. Quelque chose qui arrive souvent, vous avez votre chasse d'eau qui fuit. Cela représente environ 80 mètres cubes d'eau en plus sur votre facture. Attention aux fuites. Autre chose, pour laver la voiture,
Au lieu d'utiliser le tuyau d'eau potable et utiliser environ 190 à 200 litres d'eau pour laver une voiture, vous pouvez par exemple aller dans une station de lavage qui va utiliser environ 80 litres d'eau pour laver la voiture, ou utiliser un petit seau d'eau avec une quantité d'eau précise pour laver votre voiture. Tout ça pour économiser de l'eau. Pour terminer avec la maison, attention aux piscines domestiques. Les piscines domestiques peuvent utiliser entre 50 000 à 80 000 litres d'eau pour remplir la piscine, ce qui n'est pas négligeable. N'oubliez pas que préserver l'eau est essentiel et vital. Ensuite, quand nous avons fini d'utiliser l'eau dans la maison, l'eau devient sale. À noter que si vous ouvrez le robinet, l'eau sort du robinet, même si vous ne l'avez pas utilisée et qu'elle tombe en contact, qu'elle est en contact avec la surface de l'évier, etc., elle est dite usée. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, on ne peut pas rejeter ces eaux usées directement dans les cours d'eau, puisque finalement, ça polluerait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nettoyer cette eau. Pour ce faire, vous avez des personnes qui sont connectées sur ce qu'on appelle des systèmes collectifs. Donc, ces systèmes collectifs sont composés de réseaux séparatifs. Pourquoi réseaux séparatifs? Parce que les eaux usées sont récupérées d'un côté et les eaux pluviales de l'autre côté. Donc, les deux ne sont pas mélangés. Et ensuite, cette eau usée va être traitée par une station d'épuration. Autre chose, attention à ne pas confondre station d'épuration et usine de traitement d'eau potable. C'est deux usines différentes, même si elles forment le cycle domestique d'eau potable, mais ce sont deux usines différentes. Une qui traite l'eau potable et la station d'épuration qui va traiter seulement les eaux usées. Et d'un autre côté, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez vu que le plus grand nombre de la population, la plus grande partie de la population, a un système d'assainissement non collectif. Donc, on a dénombré environ 75 000 dispositifs individuels. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas n'importe qui, une personne lambda, qui va installer les assainissements non collectifs. Ce sont des professionnels. Donc, parce que, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est là, il faut installer un système de pré-traitement, de traitement et un système d'épandage qui va permettre l'infiltration et finir le nettoyage des eaux usées. Donc, il y a des normes et des distances à respecter si vous avez un arbre sur votre terrain, sur votre propriété, si vous avez un puits sur votre propriété et une distance à respecter par rapport à votre habitation, bien sûr. Il y a cependant un souci. Il faut savoir que 90% des eaux usées peuvent être nettoyées, en tout cas pour les stations d'épuration. Ce qui fait qu'il y a toujours une petite partie de la pollution qui se déverse malheureusement dans la nature. Et la nature est censée nettoyer cette petite partie de la pollution. Alors, je vous laisse imaginer, malheureusement pour les assainissements non collectifs, on va dire c'est encore pire. Pourquoi? Parce que la majorité de ces installations ne sont pas aux normes. Il y a beaucoup de personnes au sein de la population qui ont des fosses septiques. Les fosses septiques, à savoir que ça nettoie normalement l'eau des toilettes, les eaux sales sortant des toilettes. Il faut passer à une fosse toute eau qui permet de collecter toutes les eaux usées sortant de votre maison. On a pu remarquer que la majorité aussi de ces structures, de ces ANC, donc assainissement collectif, ne sont pas aux normes, donc surtout ne sont pas vidangées. Et au final, il y a beaucoup d'eaux usées qui sont rejetées, soit pas nettoyées du tout, ou
partiellement nettoyés. Donc, autant vous dire que la pollution reste quand même pas négligeable dans les cours d'eau. Donc, attention à cela. Faites les mises à jour de vos ANC pour préserver nos cours d'eau. Plus nous allons gaspiller de l'eau dans la maison, plus on va produire des eaux usées, plus les stations d'épuration, si on va parler des stations d'épuration, auront des eaux usées à nettoyer et donc vont rejeter une partie de pollution dans les cours d'eau. Et donc, finalement, la pollution ne fera qu'augmenter. Donc, le gaspillage favorise la pollution dans les cours d'eau. Maintenant, nous allons voir comment préserver cette eau. Des petits gestes tout simples dans notre quotidien peuvent nous permettre d'économiser cette ressource. Donc, des petits gestes comme par exemple utiliser les stations de lavage ou encore une quantité d'eau précise dans un petit seau pour laver sa voiture. Attention au double poussoir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les toilettes, dans les WC, pour économiser de l'eau. Autre chose, attention aux machines à laver. Si vous avez une machine à laver basique, donc on ne parle pas des machines à laver technologiques, etc. Si on vous dit le tonnage de la machine est de 5 kg, de la machine à laver est de 5 kg. Si vous mettez moins de 5 kg de vêtements, la machine qui a été programmée va utiliser la quantité d'eau qu'elle devait utiliser pour 5 kg pour moins de vêtements que vous avez mis dans la machine à laver. Attention à ça. Si on vous dit une machine de tonnage 8 kg, vaut mieux mettre 8 kg dans la machine à laver pour ne pas faire du gaspillage. Autre chose, attention, qui dit gaspillage est très dégradant pour les cours d'eau, qui dit que la pollution est pire. Vérifiez, comme je vous ai dit, vos installations pour qu'il n'y ait pas de rejet dans la nature, notamment au niveau des assainissements non collectifs. Interdiction de jeter des produits toxiques dans les WC, à part nos besoins, bien sûr, et les papiers toilettes. Attention aux produits nettoyants qu'on utilise pour nettoyer la maison. Parce que dans les assainissements non collectifs, justement, dans les fosses tout-eau, il y a des bactéries. Et ces bactéries, justement, vont dégrader ces eaux usées. Donc, bien sûr, les produits nettoyants ont été faits pour détruire les bactéries. Donc, si vous vous amusez à mettre des produits nettoyants dans votre WC, vous allez détruire cette flore bactérienne et du coup, vous pouvez endommager votre système d'assainissement non collectif, donc votre fosse tout-eau. Autre chose, pour terminer, interdiction de laver sa voiture dans les cours d'eau, je rappelle, les rivières, ainsi que ses effets, vêtements, etc. En pratique, réduire la pollution et reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Donc, réduire les déchets industriels, agricoles, domestiques, ajuster le prélèvement d'eau dans les cours d'eau, amélioration de l'assainissement, comme on a vu tout à l'heure. Donc, moins on va gaspiller, plus on va pouvoir préserver les cours d'eau, et plus on va améliorer l'assainissement et moins il y aura de pollution, vice versa. Améliorer les pratiques pour concilier les usages et les besoins des milieux aquatiques. Donc, aménager intelligemment tout ce qui est pont, tout ce qui est quai, pour ne pas obstruer l'écoulement des cours d'eau. Je rappelle que quand l'écoulement des cours d'eau est obstrué, il y a une dégradation de la biodiversité du cours d'eau. Donc, que ce soit la flore, la faune, etc. Attention aux espèces envahissantes. Parce que les espèces envahissantes ont tendance justement à prendre le dessus sur les espèces
autochtones et donc de dégrader la biodiversité. Attention à l'hydromorphologie, donc tout ce qui est artificialisation. Attention aussi à l'activité touristique, donc tout ce qui est port de plaisance, etc. Renforcer la gouvernance de l'eau, donc la tarification, parce qu'on remarque toujours qu'il y a des personnes qui ont toujours des difficultés à payer leur facture d'eau, parce que cette facture d'eau constitue un montant trop élevé par rapport à ce qu'ils gagnent, et ça c'est un problème. Structure unique, donc normalement, une structure unique permettrait une plus grande facilité à gérer les problématiques de l'eau en Martinique. Développer une politique d'économie d'eau. Donc, réduction des fuites, comme on a vu tout à l'heure, récupération des eaux pluviales également permet de faire des économies sur l'eau. Et renforcer la sensibilisation et l'information. Bien sûr, ça tombe bien puisque cette vidéo a pour but de sensibiliser et aussi apporter des informations. Quelques petits chiffres clés à retenir. 161 rivières, dont 70 principales, drainant 2 milliards de mètres cubes d'eau de pluie par an. Le bassin versant le plus étendu est celui de la Lézarde, suivi de celui de la Capo. 94% de l'eau potable est issue des rivières. 6% de l'eau potable provient des ressources souterraines. 36 captages d'eau potable répartis principalement sur le nord de l'île. 53,5% de l'eau prélevée des rivières est réellement consommée. 47% de pertes entre la source et le robinet du consommateur, comme vu précédemment. 164 litres d'eau consommée par jour et par habitant. 2276 zones humides recensées en 2015, les mangroves par exemple et les mares. 80% de la surface des zones humides est occupée par les mangroves. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations, à toutes vos interrogations. En tout cas, pour toute information ou réservation d'animation, vous pouvez nous retrouver sur le site du Carbet des Sciences, www.carbet-science.net, ou suivre nos événements sur les réseaux, donc Facebook, Instagram ou Twitter. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, l'eau, c'est l'affaire de tous.